Bonjour, je m'appelle Sylvain Marron et je vais vous présenter la mécanique d'un hélicoptère radiocommandé, ou hélicoptère RC. Cette présentation s'adresse aux débutants en hélico-RC ou à ceux qui découvrent cette discipline et qui souhaitent connaître la mécanique d'un hélicoptère radiocommandé. Vous avez peut-être déjà visionné ma précédente présentation sur le principe de vol qui abordait le fonctionnement du rotor principal et de l'anticouple. Dans cette nouvelle présentation, nous allons voir, dans une première partie, les autres composants de l'hélicoptère. Dans une seconde partie, nous verrons l'équipement électronique. Enfin, on parlera des hélicoptères électriques qui occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante. La première partie porte sur la mécanique. Nous allons voir les composants suivants: l'embrayage, la couronne, la transmission d'anticouple et le plateau cyclique. L'embrayage. Voici une vue de profil d'un hélicoptère radiocommandé. L'embrayage est situé ici. Il est placé entre le moteur, dessous, et la couronne, ici, qui entraîne le rotor. Le rôle de l'embrayage est de permettre le démarrage du moteur sans entraîner le rotor. C'est donc un organe de sécurité. Le moteur va pouvoir tourner au ralenti sans que les pales de l'hélicoptère tournent. Ceci va nous permettre de démarrer le moteur et également de transporter l'hélicoptère depuis la zone de démarrage jusqu'à la zone de décollage sans que le rotor de l'hélicoptère tourne. L'embrayage est centrifuge, c'est-à-dire que le rotor est entraîné lors de l'accélération du moteur et le rotor n'est plus entraîné lorsque le moteur est au ralenti. Une remarque: les hélicoptères électriques n'ont pas d'embrayage car ils n'en ont pas besoin. Effectivement, le moteur électrique peut être arrêté et mis en route directement à partir de l'émetteur. Regardons maintenant la couronne. La couronne est cette roue dentée, en gris. Elle va permettre d'entraîner le rotor en rotation. Dessous celle-ci est placée une seconde roue dentée, plus petite, qui va entraîner le rotor de queue. Donc la couronne permet d'entraîner le rotor principal. On a vu qu'il y a une seconde couronne plus petite qui entraîne le rotor d'anticouple. Ces deux couronnes sont montées sur une roue libre, c'est-à-dire lorsque le moteur et la couronne tournent, ils entraînent le rotor. Lorsque le moteur est calé ou bloqué, le rotor peut tourner librement. On peut comparer la roue libre avec un pédalier de vélo par exemple. Lorsque l'on pédale, le pédalier entraîne la roue du vélo. Si on arrête de pédaler, la roue continue de tourner librement. C'est le même système pour la couronne. Regardons maintenant la transmission de l'anticouple. Pour entraîner le rotor de queue, il existe deux systèmes aujourd'hui. Une transmission par courroie, d'accord, la courroie passant à l'intérieur du tube de queue, ou bien une transmission rigide via un arbre rotatif traversant lui aussi le tube de queue. Voici une comparaison des deux systèmes de transmission, avec les avantages et les inconvénients pour chaque système. Prenons la courroie. Quels sont ses avantages? On a moins de pièces mécaniques, c'est donc moins cher, et également on a moins de dégâts en cas de crash. Effectivement, si on plie le tube de queue, la courroie qui est flexible va également se plier et ne pas casser. Les inconvénients: on a un anticouple qui est moins précis qu'avec une transmission rigide. Également, on a un petit peu de maintenance, puisqu'il faut vérifier la tension de la courroie régulièrement. Parlons maintenant de la transmission rigide. Ses avantages: on a un anticouple qui est plus précis, et on n'a pas de maintenance. Ses inconvénients: c'est plus cher, puisqu'il y a plus de pièces mécaniques. Également, c'est plus fragile en cas de crash. Si on plie le tube de queue, on est certain de casser la transmission rigide. Également, si les pales du rotor de queue viennent à toucher le sol, on a un risque de casser un pignon. J'ai mis en vert, ici, la transmission que l'on trouve le plus couramment aujourd'hui sur les nouveaux modèles d'hélicoptères RC.
Il s'agit de la transmission rigide, qui est aussi appelée torque tube. Enfin, le dernier composant que l'on va regarder est le plateau cyclique. Le plateau cyclique est placé ici. Il va permettre de commander l'inclinaison des pales. Son rôle, c'est de transmettre les commandes au rotor principal. Et il a deux types de mouvements. Il peut monter et descendre, c'est la commande de pas collectif, qui va permettre de faire monter ou faire descendre l'hélicoptère. Et il peut s'incliner, c'est la commande de pas cyclique, qui va permettre d'incliner l'hélicoptère à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Il existe différents types de plateaux cycliques, et les types sont distingués par le nombre et la disposition des cerveaux qui commandent ce plateau cyclique. Les différents types se trouvent selon les machines, les modèles et les marques. Alors, regardons les différentes configurations de plateaux cycliques. Les différents types de plateaux cycliques sont distingués par le nombre de cerveaux qui commandent le pas collectif, c'est-à-dire le nombre de cerveaux qui servent à faire monter ou descendre le plateau cyclique. Donc voici les différents types. Le cercle ici représente le plateau cyclique. En noir sont représentées les positions des cerveaux qui commandent le pas collectif. Donc le premier type, le type H1, possède un cerveau pour la commande du pas collectif, ici. On a le type H2 qui possède deux cerveaux pour la commande du pas collectif, ici et ici. Le type H3 qui possède trois cerveaux, dont deux sur le longitudinal. Un deuxième type H3 qui possède lui aussi trois cerveaux, mais cette fois-ci deux sont positionnés sur le latéral. Et enfin le type H4 avec 4 cerveaux à 90 degrés, 2 sur le longitudinal, 2 sur le latéral. Donc j'ai encadré en vert la configuration que l'on retrouve le plus souvent aujourd'hui. C'est donc le type H3 avec une disposition de 3 cerveaux dont 2 sur le latéral. Cette disposition est aussi appelée CCPM 120 degrés. 120 degrés parce que c'est l'angle qui sépare chaque cerveau. Et CCPM qui signifie en anglais Cyclic Collective Pitch Mixing, qui veut dire en français mixage entre pas collectif et pas cyclique. Comparons maintenant les différents plateaux cycliques, différents types de plateaux cycliques. Commençons par le type H1 avec un cerveau. Les avantages, c'est qu'il a un cerveau par fonction, du coup les réglages sont assez simples. Et également, on n'a pas besoin de mixage électronique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un émetteur qui sache gérer plusieurs cerveaux simultanément pour le plateau cyclique. Les inconvénients, les cerveaux travaillent plus, puisqu'on n'a qu'un cerveau par fonction, il est le seul à travailler pour cette fonction-là. Également, si on a un cerveau défectueux, on perd une fonction. Si en vol on a un cerveau qui est cassé, on perd soit le longitudinal, soit le latéral, soit le pas collectif. C'est-à-dire que soit on ne peut plus incliner l'hélicoptère, soit on ne peut plus le faire monter ou descendre. Également, un des inconvénients, c'est que ça nécessite un mixage mécanique. Ça veut dire que la conception de l'hélicoptère est un petit peu plus complexe, parce qu'il faut prévoir des mouvements mécaniques spéciaux. Passons maintenant au type H2, avec deux cerveaux pour le pas collectif. Les avantages, j'en ai pas trouvé. Concernant les inconvénients, on a besoin de cerveaux identiques en vitesse et en couple, parce qu'ils vont travailler en même temps. Il faut bien qu'ils aient les mêmes caractéristiques. Également, au niveau des inconvénients, on a besoin d'un mixage mécanique plus un mixage électronique. Un mixage électronique, ça veut dire que l'émetteur radio devra être capable de gérer le type de plateau H2 afin de coordonner les ordres sur plusieurs cerveaux simultanément. Le type H3, ses avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de mixage mécanique, donc la mécanique de l'hélicoptère est plus simple, et également l'effort est réparti sur les trois cerveaux puisqu'ils vont travailler simultanément. Les inconvénients, là aussi on a besoin de cerveaux identiques en vitesse et en couple, puisqu'ils vont travailler ensemble, et on a aussi besoin d'un mixage électronique, c'est-à-dire que l'émetteur radio doit être capable de gérer
le type de plateau H3. Le type H4, avec 4 cerveaux sur le plateau cyclique, pour la commande du pas collectif. Donc, l'avantage, c'est la sécurité, puisqu'on a 2 cerveaux par fonction. Donc, si on a un cerveau qui pose problème, on a toujours le deuxième cerveau qui va assurer la fonction. Au niveau des inconvénients, là aussi on a besoin de cerveaux identiques en vitesse et en couple, puisqu'ils travaillent ensemble. On a aussi besoin d'un mixage électronique, c'est-à-dire que la radio doit pouvoir savoir gérer le type H4. Et aussi, un des problèmes du type H4, c'est qu'il aura toujours tendance à faire forcer les cerveaux, car il est difficile d'avoir précisément 4 points dans un même plan. C'est pour ça que le H3 est mieux pour cela, car les 3 liaisons du plateau seront toujours forcément dans un plan. Donc en vert, c'est le type de plateau le plus répandu aujourd'hui, c'est donc le H3, CCPM 120 degrés. Pourquoi? Parce qu'il permet de concevoir une mécanique plus simple, puisqu'on n'a pas besoin de mixage mécanique. Et aujourd'hui, pratiquement tous les émetteurs radio gèrent le plateau CCPM. Passons maintenant à la deuxième partie. Dans cette partie, nous allons aborder l'équipement électronique d'un hélicoptère RC. Nous allons voir le régulateur de régime, le gyroscope et le système flybarless. Le régulateur de régime n'est pas obligatoire. On peut très bien voler sans. Le gyroscope, par contre, est nécessaire. Le système flybarless, on verra, c'est une évolution pour gérer électroniquement le rotor. Commençons par le régulateur de régime, en anglais governor. Lorsque l'on va faire varier brusquement le pas des pales, cela va entraîner une variation de la charge sur le rotor principal, ce qui va provoquer une variation du régime moteur. Par exemple, lorsque l'on va appliquer un pas important, le rotor va forcer plus et le moteur va baisser légèrement de régime. Au contraire, lorsqu'on va mettre un pas très faible, le régime moteur va avoir tendance à augmenter. Donc le régulateur de régime va nous permettre de maintenir un régime moteur constant. Comment ça fonctionne? Il y a un capteur qui va mesurer la vitesse de rotation du moteur et qui va envoyer cette information à un régulateur électronique qui va contrôler le cerveau de gaz de l'hélicoptère, c'est-à-dire qui va gérer l'accélération du moteur. Si le régime du moteur diminue, le régulateur va alors accélérer. Si le régime du moteur augmente, le régulateur va alors décélérer. Sur certains hélicoptères, le régulateur va également contrôler la richesse, c'est-à-dire la carburation du moteur. Alors, comment se branche le régulateur de régime? Ici, nous avons le capteur magnétique qui va permettre de mesurer la vitesse de rotation du moteur. Il va se brancher, bien sûr, sur le régulateur de régime. Ici, nous avons le récepteur qui reçoit les ordres provenant de la télécommande. Et ici, nous avons les cerveaux qui commandent le moteur de l'hélicoptère. Donc, les cerveaux se branchent sur la sortie du régulateur, puisque c'est lui qui va les commander. Et les entrées du régulateur vont se brancher sur le récepteur afin de recevoir les consignes de richesse et de vitesse. Par exemple, le pilote va pouvoir dire je souhaite 2000 tours par minute pour la vitesse de rotor. Également, on a une entrée de gaz qui va permettre de contrôler le cerveau de gaz directement dans le cas où le régulateur de régime est désactivé, notamment lors du décollage et lors du démarrage du moteur. Regardons maintenant le gyroscope. Le gyroscope, il va permettre d'assister le pilote dans la gestion de l'anticouple. Il va aussi permettre de maintenir le cap de l'hélicoptère dans les cas suivants, lorsqu'il y a des variations de couple du moteur ou lors de coups de vent latéraux. Regardons ce qui se passe sans gyroscope lorsqu'un hélicoptère souhaite se déplacer en ligne droite et qu'il y a du vent latéral. Le vent va pousser l'hélicoptère, donc il va se décaler de sa trajectoire, mais en plus, l'hélicoptère va avoir tendance à tourner et à vouloir se mettre face au vent.
D'accord? Le nez de l'hélicoptère va avoir tendance à se mettre face à la direction du vent. Avec un gyroscope à conservateur de cap, dans la même situation, l'hélicoptère qui effectue un vol en ligne droite, avec du vent latéral, va être poussé par le vent, ça c'est sûr, mais il va conserver le cap qu'il avait initialement, grâce au gyroscope qui maintient le cap de l'hélicoptère. Alors comment se branche le gyroscope? Comme pour le régulateur de régime, le gyroscope va se placer entre le récepteur qui reçoit les ordres de la télécommande et le servomoteur qui commande l'anticouple. En entrée, il y a le gain et l'ordre qui provient du pilote pour commander l'anticouple. En sortie, il y a la commande pour contrôler le rotor d'anticouple. Le gyroscope, comment ça fonctionne? Il va détecter une vitesse angulaire, c'est-à-dire qu'il va détecter si la queue de l'hélicoptère tourne et change de cap, et à quelle vitesse elle le fait. Le gain, lui, va permettre de régler la sensibilité du gyroscope. Alors, regardons en détail le fonctionnement du gyroscope. On va distinguer deux cas. Le cas où le gyroscope va faire une compensation automatique. C'est le cas où le gyroscope détecte un changement de cap alors qu'il n'y a pas d'ordre donné par le pilote. Il sait alors que c'est un changement de cap non désiré par le pilote. Il va donc générer automatiquement un ordre pour corriger le cap. Il va donc commander le servot d'anticouple pour corriger le cap. Le deuxième cas, c'est quand le pilote donne un ordre. Donc le pilote donne un ordre via l'émetteur, le récepteur reçoit l'ordre, le gyroscope le reçoit aussi, et le gyroscope dans ce cas va simplement retransmettre l'ordre au servot d'anticouple pour faire tourner l'hélicoptère comme l'a demandé le pilote. Voilà. Maintenant nous allons parler du système fly-barless. Alors le système fly-barless, il s'agit d'une évolution dans le contrôle et l'asservissement du rotor. Fly-barless, ça signifie sans barre de belle. Le rotor est donc, vous voyez ici, dépourvu de barre de belle. La fonction de la barre de belle, elle va être gérée électroniquement. En fait, le système fly-barless, il s'agit d'un gyroscope 3 axes. C'est-à-dire qu'il va contrôler toutes les fonctions de l'hélicoptère, sauf le gaz. Il va permettre de contrôler l'inclinaison avant-arrière, gauche-droite, et il va même remplacer le gyroscope qu'on vient de voir précédemment, car il va également gérer l'anticouple. Donc, comment se branche le module fly-barless? Eh bien, comme nous l'avons vu pour les autres, il va se placer entre le récepteur qui reçoit les ordres de l'émetteur, de la télécommande, et les servos qui commandent l'hélicoptère. Donc en entrée, il reçoit les ordres qui proviennent du récepteur, le gain, l'anticouple, le pas, le longitudinal, le latéral, et en sortie, il envoie les ordres, les commandes, au cerveau qui contrôle le plateau cyclique, c'est-à-dire le latéral, le longitudinal et le pas collectif, et également au cerveau d'anticouple. Alors voici un comparatif entre une tête de rotor classique avec barre de belle et une tête de rotor fly-barless, c'est-à-dire sans barre de belle. Donc ici ce sont les pales principales, ici on a la barre de belle avec la palette au bout. On voit qu'il y a beaucoup moins de pièces mécaniques sur le rotor fly-barless et également que sa mécanique est simplifiée. Donc si maintenant on fait un comparatif avantage-inconvénient pour chaque tête rotor, la tête avec la barre de belle, quels sont ses avantages? C'est moins cher et les réglages sont plus simples. D'accord? C'est des réglages mécaniques, c'est plus simple. Les inconvénients, c'est qu'on a une mécanique plus complexe, comme on l'a vu. On a un contrôle qui est moins précis, puisque c'est pas géré électroniquement. On a plus de traînée, c'est-à-dire qu'on a plus de résistance à la rotation, due à l'air. C'est plus lourd, puisqu'on a plus de pièces, et c'est plus fragile en cas de crash. C'est clair qu'en cas de crash, il y a de très fortes chances qu'on torde la barre de belle, qui est assez flexible. Si maintenant on regarde le rotor fly-barless, quels sont ses avantages?
on a une précision qui est accrue sur le contrôle du rotor. On a un rotor qui a une mécanique plus simple, il y a moins de pièces. On a donc moins de traînée, moins de résistance à la rotation. C'est également plus léger. Et on a moins de casse en cas de crash. Également, c'est plus esthétique, puisqu'on a un rotor qui est plus épuré. Les inconvénients. Ça nécessite des cerveaux rapides, puisque c'est géré électroniquement justement. On a une consommation électrique qui est plus importante également, puisque les cerveaux travaillent plus souvent. C'est plus cher. Et la configuration est un petit peu plus délicate, parce qu'on a intérêt à bien régler le système électronique pour qu'il se comporte correctement. Donc en vert, ici, j'ai mis le système flybarless, parce que c'est actuellement le système qui est de plus en plus utilisé pour les nouveaux hélicoptères radiocommandés. Enfin, nous allons aborder en troisième partie les hélicoptères électriques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les hélicoptères électriques sont de plus en plus populaires. Notamment parce que l'électrique n'a plus rien à envier au thermique, question performance, aujourd'hui. Alors ceci est dû au progrès réalisé dans les moteurs et les batteries, et notamment à l'apparition sur le marché des moteurs brushless et des accus LiPo à des prix abordables. Ça a été vraiment une révolution dans le domaine de l'électrique. Donc un moteur brushless, c'est quoi? C'est un moteur sans balai. Donc ses avantages, c'est qu'il consomme moins qu'un moteur à balai, il dispose d'un fort couple, il s'use moins, et il n'y a pas de maintenance. Les batteries LiPo ou accus LiPo, qui veut dire lithium polymère, eux sont capables de débiter de très forts courants, ils ont aussi une forte capacité, et ils sont plus légers que les batteries NiMH. On a donc un gain de poids sur les petits et moyens modèles. C'est moins significatif sur les gros modèles, car on a besoin d'embarquer 2 batteries simultanément. Alors regardons maintenant l'équipement nécessaire pour un hélicoptère électrique. On a besoin d'un moteur brushless, il faut qu'il soit puissant et qu'il accepte les forts courants. On a besoin d'un contrôleur adapté au moteur et qui accepte un fort ampérage. En anglais, le contrôleur se dit ESC, Electronic Speed Controller. En plus, aujourd'hui, les contrôleurs ont souvent une fonction régulateur de régime qui est intégrée. Également, on va avoir besoin de plusieurs batteries LiPo, des batteries à fort courant de décharge. On a besoin de plusieurs batteries pour pouvoir faire plusieurs vols le même jour. Et on recharge ensuite les batteries chez soi. Alors, en électrique, on distingue plusieurs catégories, et les catégories sont liées à la taille des hélicoptères. Alors voici les différentes catégories. On a la classe 700, pour laquelle la taille d'une pale est de, la longueur d'une pale est de 700 mm, ça équivaut à la classe 90 thermique. La classe 600, pour laquelle les pales font 600 mm de long, ça équivaut à la classe 50 en thermique. La classe 550, dans laquelle les pales font 550 mm de long et qui équivaut à la classe 30 thermique. Les classes suivantes, on va voir pour les classes suivantes que le numéro de la classe ne correspond plus à la longueur de la pale. Pour la classe 500, ce sont des pales de 425 mm. Pour la classe 450, les pales font 325 mm. La classe 250, les pales font 205 mm. Il existe même des classes inférieures, par exemple la classe 100. Alors voici ici une comparaison de la taille des différents hélicoptères. Donc ici c'est un classe 600, ici on a un classe 500, ici un classe 450, et ici un classe 250. Alors voici un comparatif entre hélicoptère électrique et thermique. Commençons par le thermique. Les avantages, c'est l'autonomie, puisque même avec un plein, on arrive à faire un vol plus long en général qu'avec une batterie, et puis aussi on peut faire autant de plein que l'on veut dans la journée. Également c'est plus réaliste, puisqu'on a la génération de bruit et de fumée,
donc ça peut être intéressant pour les maquettes. Les inconvénients, ben, ce sont les nuisances sonores, effectivement. Également, c'est plus salissant, puisqu'on utilise du carburant qui est un mélange de méthanol et d'huile, donc il faut faire un nettoyage de la mécanique après chaque vol. Également, le prix du carburant qui est assez élevé. Le moteur thermique génère des vibrations, donc qui font souffrir la mécanique. Également, on a un risque de calage moteur en vol. Concernant l'électrique, les avantages, ben, on a moins de vibrations. Également, c'est plus facile à mettre en œuvre, c'est plus rapide, alors que pour le thermique, il faut faire le plein, brancher le chauffe-bougie, utiliser un démarreur pour démarrer le moteur, etc. En électrique, on va juste avoir besoin de fixer la batterie dans le modèle et de la brancher. C'est plus silencieux, c'est plus propre puisqu'on n'a pas d'émission, effectivement. Il n'y a pas de réglage moteur, j'entends par là, il n'y a pas de réglage de carburation, d'accord. Également, on n'a pas de risque de caler en vol. L'inconvénient, c'est le prix des LiPo qui est un peu élevé, notamment en 6 éléments, et également une faible autonomie, puisqu'avec une batterie on va faire un vol de 5 à 7 minutes. Alors vous remarquerez qu'ici, je n'ai pas sélectionné l'une ou l'autre des deux types de motorisation, parce qu'en fait chaque modéliste a ses propres préférences concernant le choix entre thermique et électrique. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir visionné. Vous pouvez retrouver ce PowerPoint et d'autres informations sur mon site web. Je vous remercie. Au revoir.